Alors, c'est moi qui modère. Merci, madame. Je modère le reste de la session et donc ça me fait plaisir d'inviter Uri Monchi. Uri Monchi, en plus d'être directeur de ce centre de recherche et de le faire de façon exceptionnelle, il est aussi un chercheur et c'est quelqu'un qui est internationalement reconnu, qui a fait beaucoup avancer le domaine sur les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, en commençant par la cognition, mais là, il s'intéresse notamment à la douleur. Et donc, c'est quelqu'un qui va nous faire une présentation intitulée Douleurs et autres symptômes non moteurs dans la maladie de Parkinson. Merci Sylvie pour l'introduction et je voudrais remercier les conférencières qu'on vient de voir pour les beaux témoignages très émouvants sur Nancy. Pour moi, c'était une personne non seulement brillante, mais fondamentalement sympathique et gentille. Alors, comme Sylvie l'a mentionné, je vais vous parler, je vais déjà essayer de vous convaincre qu'il m'arrive encore de faire de la recherche. Et je vais vous parler de douleurs et autres symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson est diagnostiquée par ces symptômes moteurs qui incluent la rigidité, le tremblement, euh, la bradykinésie, qui est une lenteur à initier le mouvement. Mais on sait maintenant qu'elle est aussi accompagnée d'un grand nombre de symptômes non moteurs. Euh, et moi, je vais me concentrer sur certains d'entre eux, parce que c'est ce que j'ai fait à travers ma carrière. Alors surtout la cognition, la prédiction du déclin cognitif, un peu comme certains des collègues le font dans le contexte de l'Alzheimer. On sait que le trouble cognitif léger est très commun dans la maladie de Parkinson, et on sait que 80%, après 10 ans de diagnostic, jusqu'à 80% des patients vont avoir une démence. Euh, Je m'intéresse aussi à des troubles neuropsychiatriques, dont la dépression, l'anxiété et d'autres. Et finalement, plus récemment, on a développé avec Pierre Rainville un programme de recherche sur la douleur pour comprendre les mécanismes douloureux dans la maladie de Parkinson. Alors que, comme je l'ai dit, le trouble cognitif léger est commun dans la maladie de Parkinson, même aux étapes initiales. Et un peu comme dans la population en général, sa présence indique un déclin cognitif et puis une démence à venir, un déclin cognitif plus rapide et plus de chances de développer une démence. Ça, c'était une des études anciennes qui montrait ce genre de données. Alors avec Alexandru Hanganou, que beaucoup d'entre vous connaissent, on avait développé une étude d'épaisseur corticale pour voir l'intégrité de la matière grise. Il y avait aussi, on regardait aussi la volumétrie sous-corticale que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Euh, Chez des patients parkinsoniens avec et sans troubles cognitifs, troubles légers de la cognition. Euh, Ce sont des anciennes diapos sur ce que mesure l'épaisseur corticale. Euh, donc, il y avait un groupe parkinsonien avec un trouble léger de la cognition, un autre groupe parkinsonien sans trouble léger de la cognition. Les deux groupes étaient appariés pour leurs symptômes moteurs ou pour le temps qu'ils avaient eu la maladie, et un groupe contrôle. Ces deux groupes, on a fait de la neuropsychologie très détaillée et de l'IRM. Et c'est ça qui nous a permis de les séparer entre ceux qui avaient des troubles légers de la cognition et ceux qui n'en avaient pas. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que premièrement, c'est que c'est que le groupe qui avait des troubles, qui est le groupe parkinsonien qui avait des troubles légers de la cognition, avait une diminution globale de l'épaisseur corticale à travers le temps significativement plus élevée que les deux autres groupes. Après, quand on regardait localement, quand on regardait les régions affectées, on a vu qu'il y avait un amincissement significatif à travers le temps du cortex temporal antérieur, de l'aire motrice supplémentaire entre les parkinsoniens avec troubles légers de la cognition et ceux sans. Quand on comparait
Les Parkinsoniens avec troubles légers de la cognition par rapport au contrôle ont retrouvé ces deux régions. Il y avait aussi d'autres régions telles que euh, l'aire postérieure pariétale et des régions occipitales. Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est que quand on comparait les Parkinsoniens sans troubles de cognition par rapport au contrôle, il n'y avait pas beaucoup de régions où il y avait un amincissement significatif à travers le temps entre les deux groupes. Donc la présence de déficits cognitifs était indicative de beaucoup plus de neurodégénération. Par la suite, beaucoup plus récemment, on a fait une étude similaire, mais de méthodologies différentes. Là, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a utilisé de l'apprentissage machine automatique pour voir quelles seraient les régions qui prédisent le plus un déclin cognitif. Alors, souvent, alors dans le genre d'apprentissage machine qu'on utilise, ça va être en deux parties. Il y a une partie pour sélectionner l'importance des caractéristiques et un autre pour soit faire la classification si on cherche à classifier des groupes, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on a plutôt fait de la régression parce qu'on voulait prédire l'évolution du MoCA à travers le temps. Alors, on a pris donc dans nos algorithmes. Alors, pour les algorithmes d'apprentissage, on a utilisé Relief, pour ceux qui s'y connaissent, pour, euh, pour euh, pour classifier l'importance des caractéristiques et un support vector regression euh, euh, pour prédire le MoCA à travers 4 à 5 ans. Donc, on a pris des données démographiques et cliniques et on a pris des mesures d'épaisseur corticale à travers un atlas et des volumes sous-corticaux pour faire cette prédiction. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce qui était le plus prédictif du déclin du MoCA à travers le temps, c'était, ça on pouvait s'y attendre, les années d'éducation, le MoCA au baseline et aussi le volume du pallidum à droite, du gyrus fusiforme à droite et de l'hippocampe. Ce qui est très intéressant dans la maladie de Parkinson, c'est qu'on retrouve aussi un déclin des aires temporales associé au déclin cognitif, un peu comme on le trouve dans la maladie d'Alzheimer. Euh, on s'est aussi intéressé à voir si euh, il y a un nouveau syndrome neuropsychiatrique qui s'appelle le trouble comportemental léger, à ne pas confondre avec le trouble cognitif léger, Mild Behavioral Impairment, qui est un syndrome neurocomportemental qui identifie des patients avec un risque augmenté de développer une démence. Il est caractérisé par l'émergence tard dans la vie de changements comportementaux et psychiatriques et de personnalité qui durent plus de 6 mois. C'est important, le fait que ça dure plus de 6 mois, c'est ce qui distingue beaucoup par exemple, de l'inventaire neuropsychiatrique où on regarde juste durant la dernière semaine. Il faut aussi que ce soit des changements qui sont arrivés tard dans la vie. C'est-à-dire, si par exemple une personne a eu de la dépression à plusieurs étapes de sa vie et qu'elle continue après 50 ou 60 ans, ce ne sera pas ce qu'on qualifiera de trouble comportemental léger. Euh, c'est un peu ce que j'ai dit, ne peut pas être expliqué par la présence d'une maladie psychiatrique préexistante. Alors, il y a eu différentes études qui ont montré que des patients avec un trouble comportemental léger mais sans maladie de Parkinson ont un plus haut taux de conversion à la démence que les patients avec des maladies psychiatriques préexistantes ou des personnes sans symptômes neuropsychiatriques. Alors nous, ce qu'on est en train d'étudier, c'est si c'est le cas dans la maladie de Parkinson et quels sont les substrats neuronaux associés à la présence du trouble comportemental léger dans la maladie de Parkinson. Alors, pour évaluer le trouble comportemental léger, collègue Zainour Ismaël
a développé l'inventaire du trouble comportemental léger, le MBI checklist, qui ne prend que 5-7 minutes à compléter et qui peut être euh, rempli par l'accompagnateur ou le caretaker. Alors, euh, cet inventaire évalue 5 domaines neuropsychiatriques: l'apathie, l'humeur et l'anxiété, le manque de contrôle des impulsions, l'agitation, la cognition sociale et les pensées ou les perceptions anormales. Alors, ce qu'on a trouvé, alors avec une de mes postdocs à Calgary, une Jean Yoon, euh, on a étudié l'effet de la présence du trouble comportemental sur la cognition. On a évalué 6 domaines cognitifs et on a comparé, un peu comme dans l'autre étude, des patients atteints de la maladie de Parkinson avec trouble comportemental léger par rapport à des patients aux mêmes étapes de la maladie mais sans trouble. Et ce qu'on a vu, c'est que ceux avec trouble comportemental léger avaient une diminution significative de performance dans tous les domaines de la cognition qu'on a évalués, c'est-à-dire l'attention, les processus exécutifs, le langage, la mémoire, les fonctions visuospatiales et globalement. On a fait ça aussi un peu d'une autre manière. On a pris cette fois-ci tous nos patients, on a regardé leur score sur l'inventaire du trouble comportemental léger. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une anti-corrélation entre leur, euh, leur score neuropsychiatrique, c'est-à-dire plus il était élevé, moins leur score cognitif, euh, plus leur score cognitif était bas. Donc il y avait une anticorrélation qu'on a trouvée, encore une fois, dans tous les domaines de la cognition qu'on a évalués. Pour s'assurer que ce n'était pas au fait qu'il y avait des patients qui avaient à la fois du MBI et un trouble léger de la cognition, on a aussi contrôlé pour la présence d'un trouble léger de la cognition et on a trouvé cette anticorrélation de manière significative pour le domaine de la mémoire et les fonctions visuospatiales, ainsi que globalement en corrélant avec le MoCA. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 domaines de la cognition sont ceux qui sont le plus prédictifs d'une démence à venir, c'est-à-dire des troubles. Dans la maladie de Parkinson, les troubles de la mémoire et les troubles visuospatiaux sont les plus prédictifs d'une démence à venir. On a aussi regardé l'effet sur l'épaisseur corticale et on a vu que, en comparant les patients avec troubles légers du comportemental par rapport à ceux qui n'en ont pas, il y avait un amincissement du cortex temporal antérieur, encore une fois, et une diminution du volume. Encore une fois, ça va avec l'idée que les problèmes cognitifs sont souvent associés à des problèmes dans les régions temporales. On a aussi regardé avec Gabriel Pinilla Monsalvé, un résident en neurologie postdoc dans mon laboratoire, euh, des mesures de diffusion, euh, l'effet de la présence d'un trouble comportement léger et ou d'un trouble cognitif léger dans la maladie de Parkinson sur des mesures de diffusion. On s'est intéressé à différentes régions corticales antérieures et à différentes régions sous-corticales, dont plusieurs divisions des ganglions de la base, le thalamus et les régions limbiques. Ce qu'on a trouvé, c'est que la présence d'un trouble cognitif léger est associée à des baisses d'intégrité de la matière blanche dans des connexions qu'on pourrait sous-corticales, qu'on pourrait qualifier surtout de limbiques, par exemple entre le cortex frontal inférieur et l'amygdala ou l'amygdale, entre l'hippocampe et l'amygdala et entre le putamen et l'amygdala. Donc ce sont euh, euh, oui, c'est ça. Donc ce sont des régions particulièrement limbiques.
Par contre, quand on regardait l'effet du trouble cognitif euh, sur ces connexions, ce qu'on voyait, c'était beaucoup des projections de matière blanche qui passaient par le noyau codé, qui est plus supposé faire partie d'une boucle cortico-striatale cognitive. On a aussi regardé l'effet combiné, c'est-à-dire d'avoir à la fois des troubles cognitifs légers et des troubles comportementaux légers. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est là qu'il y avait le plus, euh, de plus de désintégration euh, de la qualité de la matière blanche, tandis que l'effet du MCI ou du MBI seul était beaucoup moins affecté, beaucoup moins de régions. Et comme l'a été démontré récemment, en fait, dans la prédiction de la démence, c'est vraiment les deux syndromes qui sont le plus prédictifs de la démence hors de la maladie de Parkinson. Nous sommes en train d'étudier ça longitudinalement dans le contexte de la maladie de Parkinson. Alors, récemment, comme je vous en ai parlé, alors, on va passer à la deuxième partie de la présentation qui porte sur la douleur. Et on sait qu'entre 40 et 85% des patients éprouvent de personnes atteintes de la maladie de Parkinson éprouvent de la douleur chronique, ce qui est beaucoup plus élevé que dans la population en général. Et c'est ce qu'on essaye d'une certaine manière de comprendre pourquoi. On sait aussi que les symptômes douloureux apparaissent souvent aux étapes initiales de la maladie et même parfois avant même le diagnostic de la maladie. On voit souvent des changements progressifs au fur et à mesure que la maladie progresse. Et ce qui est important à savoir, c'est que ça a un impact très important sur la qualité de vie, même plus que les symptômes moteurs, du moins aux étapes initiales. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent non ou mal diagnostiqué et puis mal traité. Alors, avec Pierre, on a développé un nouveau programme de recherche sur la maladie de Parkinson que je vais sur la douleur dans la maladie de Parkinson que je vais vous exposer. Alors, une première étude porte sur la caractérisation des profils sensoriels des patients avec maladie de Parkinson, avec et sans douleur chronique, en utilisant ce qu'on appelle le quantitative sensory testing, je vais vous en parler un peu après, et des paradigmes de modulation de douleur. Dans une autre étude, on va ici étudier des signatures neuronales et fonctionnelles des processus nociceptifs dans la maladie de Parkinson. On explorera les différences des patrons d'activation pendant l'expérience douloureuse et les attentes douloureuses et l'effet des attentes et la modulation par effet des attentes en utilisant l'IRMF. Finalement, on va aussi étudier le potentiel de l'ultrason focalisé à basse intensité, qui est une nouvelle méthode de neurostimulation qui permet de stimuler les régions sous-corticales, à moduler l'activité des régions impliquées dans la perception douloureuse dans l'AMP et potentiellement améliorer les symptômes de patients atteints de maladie de Parkinson et ou de douleurs chroniques. Alors, dans la première étude, on évalue les différences dans le traitement de la douleur euh, qui pourrait peut-être être à l'origine de l'augmentation de l'occurrence de la douleur chronique dans la maladie. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que des altérations des mécanismes de sensibilité à la douleur pourraient être à l'origine de la forte prévalence de la douleur chronique chez les patients atteints de la maladie? On se demande aussi si les mécanismes de modulation de la douleur, c'est des mécanismes internes que nous avons pour moduler la perception de la douleur, je vais vous en parler un peu plus tard. Je voudrais savoir s'ils sont altérés dans la maladie de Parkinson et la douleur chronique. Et l'originalité de notre étude, c'est qu'on étudie 4 groupes de participants différents. Des patients avec maladie de Parkinson et douleur chronique, euh, principalement de la douleur musculo-squelettale, des patients avec maladie de Parkinson sans douleur chronique, des participants sans maladie de Parkinson avec douleur chronique, principalement des douleurs lombaires, et des participants contrôle.
Alors, dans une première étude, on fait ce qu'on appelle du quantitative sensory testing. Et l'idée, c'est de mesurer les seuils de détection du froid, les seuils de détection du chaud, les seuils de détection de douleur froide et les seuils de détection de douleur chaude. C'est-à-dire à partir de quelle température vous commencez à avoir mal. Alors, l'idée, c'est, dans une première étude, on va comparer 30 personnes par groupe. Là, ce sont des résultats très préliminaires. N'en tirez pas de grandes conclusions. C'est surtout pour vous montrer le type de résultats qu'on peut obtenir. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que dans le seuil de détection au froid, il n'y a aucune différence entre les quatre groupes. Mais par contre, il semblerait que dans la détection à la douleur liée au froid, les patients atteints de la maladie de Parkinson pourraient potentiellement avoir un seuil de détection euh, plus bas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir froid à une température plus élevée. Donc, ils vont être plus sensibles au froid. Par contre, nos résultats préliminaires indiqueraient que c'est une étude qu'on fait avec une, euh, une étudiante au doctorat, Imola, non, pardon, avec Gabrielle Pinilla, Monsalve. Euh, Par contre, quand on regarde du côté de la chaleur, il semblerait qu'il n'y ait aucune différence entre les quatre groupes, que ce soit pour la détection de la chaleur ou la détection de la douleur ou le seuil de douleur à la chaleur. On est aussi en train de regarder avec Imola Mihalès, une étudiante au doctorat avec Pierre et moi, l'effet de la modulation de la douleur par l'effet des attentes. Une fois Une fois qu'on connaît les températures pour lesquelles vous aurez un peu mal, moyennement mal ou beaucoup mal, si vous êtes chez les personnes en santé, du moins, il y a un mécanisme qui marche tout le temps. C'est que si on vous dit que vous allez avoir peu mal et qu'en fait on vous donne un mal moyen, eh ben, vous allez évaluer cette douleur plus basse que d'habitude. Ça va créer de l'hypoalgésie. Par contre, si je vous dis que vous allez avoir très mal et que je vous donne de la douleur modérée, ça va augmenter votre évaluation à cette douleur et créer de l'hyperalgésie. Alors, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on est en train de chercher à savoir, c'est si ces mécanismes sont affectés dans la maladie de Parkinson avec et sans douleur chronique. Encore une fois, des résultats très préliminaires qu'il faut prendre avec des pincettes, mais nos résultats préliminaires indiqueraient que ces mécanismes seraient potentiellement affectés chez les patients avec maladie de Parkinson, mais sans douleur chronique. C'était peut-être un peu contre-intuitif. Si le résultat avère être vrai, on va essayer de comprendre pourquoi. Tandis que dans les trois autres groupes, Parkinson avec douleur chronique, euh, personnes en santé et personnes avec douleur chronique sans Parkinson, les mécanismes semblent bien marcher et sont significatifs. Alors, avec Luca Rona, qui est postdoc maintenant avec nous, on a développé une étude d'IRM fonctionnelle pour faire, grosso modo, ces tâches dans le scanner. Donc, il y a une tâche de modulation de la douleur par les effets des attentes, et on peut aussi, avec la même tâche, voir l'effet de la douleur, de la perception de la douleur. Alors, ce ne sont pas des résultats préliminaires, mais c'est simplement une étude de faisabilité. On a fait une personne en santé, une personne avec Parkinson et douleur chronique, et une personne avec Parkinson sans douleur chronique. La seule chose qu'on peut voir, c'est que le protocole, du moins pour la douleur, marche parce que la personne en santé, même avec juste une personne, on voit que les activations liées à la perception de la douleur activent vraiment de manière très significative tout le réseau de la douleur, incluant le cingulé, les, euh, le cortex insulaire et et les aires motrices supplémentaires. Alors finalement, euh,
comme je vous en parlais, on a commencé à faire des expériences avec de l'ultrason focalisé à basse intensité. Alors, comment ça marche? Le LiFo utilise des transducteurs contenant des éléments piézoélectriques pour produire des impulsions d'ondes ultrasonores qui peuvent atteindre des régions profondes du cerveau, à la fois de manière non invasive et avec un haut niveau de résolution spatiale de l'ordre de quelques millimètres de diamètre. Le LiFo doit être distingué d'ultrasons focalisés à haute intensité, merci, qui sont utilisés pour les interventions ablatives neurochirurgicales dans les troubles du mouvement. Alors, euh, pour étudier ça et faire de la localisation, il faut modéliser la boîte crânienne du cerveau parce que ça va affecter les ondes d'ultrasons. Alors, c'est ce qu'on fait avec mes collègues de l'Université de Calgary et mon étudiant au doctorat, Ali Koshrozaïzadeh. Dans une première étude, il a fait ce qu'on faisait aux étapes initiales de la stimulation magnétique transcrânienne, c'est-à-dire on a essayé de comprendre l'effet de la fréquence des impulsions, de la répétition des impulsions sur l'excitabilité corticale. Alors comment on a fait ça? On a fait d'abord, comme le LiFu ne peut pas éliciter des potentiels d'action, on a regardé l'effet du LiFu sur l'excitabilité corticale induite par la TMS. Donc on fait d'abord de la TMS, euh, on regarde avec l'électromyographie les réponses, et après on fait des séances de LiFu, et on regarde l'effet de l'excitabilité juste après, euh, 30 minutes après et 1 heure après. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les basses fréquences, 10 et 100 Hz, ont induit une inhibition corticale significative qui a duré plus d'1 heure dans le cas de 100 Hz et qui s'est estompée après une demi-heure dans le cas de 10 Hz. Par contre, pour la haute fréquence, il n'y avait pas d'effet significatif. Alors, il y a des études récentes qui ont montré que le LiFu pourrait moduler la sensibilité à la douleur. Il y a eu quelques études qui ont montré des résultats préliminaires en stimulant le thalamus et l'insula. Et nous, on est en train de faire une étude de ce type-là ici au laboratoire avec Ali Koshrozaïzadeh. Et on est en train de comparer la stimulation dans l'aire sensorielle primaire et le thalamus compérendant sur la sensibilité à la douleur. Donc on essaye de voir si stimuler ces régions va baisser votre sensibilité à la douleur. Nos études IRMF en cours dans la maladie de Parkinson et hors de la maladie de soins guideront le choix de la cible pour stimuler, pour les études futures visant à moduler la sensibilité à la douleur dans la maladie de Parkinson, notamment chez les patients qui ont de la douleur chronique. C'est ma dernière diapositive. Les études de caractérisation. Alors, nos études de caractérisation de la douleur, sensibilité et modulation nous informeront sur les origines de la douleur chronique dans la maladie de Parkinson. Les études d'IRMF nous informeront sur les changements d'activité neuronale liés à la présence de la douleur chronique dans la maladie de Parkinson. Et nous orienterons le choix des cibles pour moduler la sensibilité à la douleur dans les différentes populations. Le LiFu sera utilisé de deux manières, pour comprendre les mécanismes cérébraux liés à la douleur chez les différentes populations et pour explorer sa potentielle utilité comme outil thérapeutique pour le traitement de la douleur chronique. Finalement, on est en train de faire des analyses de données sur le UK Biobank pour étudier les origines épidémiologiques de la douleur et caractériser les liens entre la douleur chronique et d'autres symptômes non moteurs, tels que celles dont je vous ai parlé, dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est les membres de mon labo que je ne vous ai pas encore présentés. Et je voudrais remercier tous mes collaborateurs, les organismes subventionnaires et surtout vous pour votre écoute. Merci. Dans la maladie de Parkinson, ça pourrait être intéressant. L'effet de modulation par les attentes
il y a clairement un effet intentionnel. Ouais. On n'a pas, on n'a pas encore regardé, j'ai pas, chez les personnes chez qui on a étudié la douleur, on n'a pas fait de neuropsychologie. On n'a pas fait de test attentionnel. Ah si, on fait le stroke. Non, mais peut-être, est-ce que le fait de faire autre chose, je pense que Pierre avait fait des paradigmes comme ça, parce que je trouve que dans une population où justement il y a des petits problèmes attentionnels, est-ce que ça amplifie ou au contraire, est-ce que ça réduit l'effet distracteur de la douleur des tâches attentionnelles concurrentes? Merci, merci Aurélie, super intéressant. Dans la diapo, avec les différents... Tu as entouré douleur et il y avait fatigue en dessous. Oui. Euh, Qu'est-ce qui existe en Parkinson sur l'interaction entre la douleur et la fatigue? Est-ce qu'il existe beaucoup de choses ou est-ce que c'est des choses qui sont investiguées en C'est une très silo bonne ou... question. Oui, il y a une étude, je n'ai pas montré ces diapos-là, mais il y a une étude qui a montré des liens entre la qualité du sommeil et la douleur. Les liens en symptômes neuropsychiatriques qui sont connus, c'est la qualité du sommeil, les problèmes de dépression, les problèmes d'anxiété. Ok. Et en lien plus précisément avec la fatigue induite par l'engagement dans des tâches, plutôt que la fatigue et somnolence induite par le manque de sommeil, tu sais s'il existe quelque chose ou pas dans la littérature? Je ne pense pas que ça a été étudié, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Ça serait un super truc intéressant, multidisciplinaire au CRIOM, je pense. Thank you. Uri. Very interesting. Very quick question. Very interested in the LIFU study with S1 and thalamus stimulation. That's incredible. For S1, how much was the volume? Do you know the volume of cortex that you are, and the particular somatosensory representation that you are targeting et pourquoi? Yeah. That's an issue because actually we're in a condition which is rare where the methodology allows you to be more precise than your anatomical knowledge to a certain degree. So we've used a specific coordinate which is linked to a study, which are linked to pain perception studies, and that's the one we have, and for everybody it's very close by. With some also anatomical marker, but it is an issue. Yeah, it is an issue. Like repetitive, yeah. That could be an interesting thing to do. Maybe I would start with something like the motor cortex before you go to S1. Yeah. OK, merci. Vous pouvez continuer à la pause. Merci, Laurie.